Bonsoir à tous et merci d'être là. Merci Antoine, merci Mathieu d'être venu. Donc aujourd'hui avec Alan et Maxime, nous organisons ce talk. Donc c'est cet événement qui prend un peu le format d'une conversation dans le cadre d'événements que nous organisons au sein du Global Shapers Hub de Paris, qu'on appelle justement les Meet the Leader. Donc aujourd'hui, nous accueillons Antoine Hubert et Mathieu Brun pour discuter du sujet de l'alimentation, du futur de l'alimentation et pour essayer de répondre à la question comment justement nourrir la population mondiale dans la limite des ressources planétaires. Donc Mathieu, Antoine, qui êtes-vous déjà? Que faites-vous et pourquoi avoir choisi l'alimentation? Ok, je veux bien commencer. Donc moi je suis Mathieu Brun. Alors j'ai une petite particularité, c'est que je suis entre deux boulots. Alors du coup je vais être un tout petit peu plus long parce que j'ai parlé de l'ancien et aussi du nouveau. Je suis responsable des études, enfin j'étais responsable des études dans un club d'entreprise qui s'appelle le Club des Métairies, qui est un club qui regroupe 75 entreprises du secteur agricole, agroalimentaire, françaises, européennes et internationales, en production, fourniture de services, banque, assurance, transformation aussi, et puis bien sûr en restauration collective, etc. Et notre objectif avec ce club des métairies, c'est de fournir des analyses pour nos adhérents, pour qu'ils comprennent un petit peu le monde, comment se passe aujourd'hui, comment se déroulent les marchés, quels sont les impacts de la géopolitique, des relations internationales. Alors là, avec forcément ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est assez marqué. Mais l'idée est bien de fournir des clés d'analyse, des clés de compréhension pour les dirigeants d'entreprise. Donc, Meet the Leaders, c'était quelque chose que nous, on faisait au quotidien pour leur donner des capacités de comprendre. Et puis là, je change de travail pour devenir directeur scientifique d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, une fondation pour une utilité publique. Je continue à travailler sur les questions de l'agriculture et de développement agricole, mais plutôt cette fois-ci avec une vision d'orientation, disons de coalition d'acteurs autour des enjeux agricoles, destinés vers les politiques publiques et décideurs économiques, donc plus un rôle de think tank. Et puis les questions d'alimentation, déjà je mange 3 fois par jour, parfois 4 d'ailleurs parce que je suis assez gourmand. Mais aussi surtout je m'intéresse à ce qui se passe depuis la parcelle jusqu'à la planète. C'était notre slogan au sein du Club des Métairies. Et puis j'ai une casquette un peu recherche aussi, assez recherche, qui permet d'avoir publié un bouquin dont peut-être on parlera, qui s'appelle Le Déméter tous les ans, et qui vraiment permet de jeter un petit peu un regard stratégique, prospectif, sur les questions d'agriculture, d'alimentation et de changement. Donc une bonne partie de ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas juste le fruit de mes élucubrations, mais aussi un travail collectif avec des auteurs, des chercheurs, des étudiants qui participent aussi à nos réflexions au sein du Club des Métairies. Et merci pour votre invitation. D'accord, je vous en prie. Très clair et très intéressant. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc Antoine, donc merci pour l'invitation, ravi d'être là. Je suis un des fondateurs d'Insect et le président directeur général donc c'est une jeune entreprise mais qui a quand même déjà maintenant 10 ans, qu'on appelle start-up, scale-up selon les termes anglais qui sont utilisés. On a commencé à 4, aujourd'hui on est près de 260 personnes, donc en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et ce qu'on fait, nous, c'est de participer à justement à réinventer un peu la chaîne alimentaire. Pareil, je sais pas si la parcelle à la terre, mais aussi de la terre à la table. Je sais pas comment. C'est plein de choses pour qualifier cette chaîne alimentaire et le continuum vraiment du sol, finalement même jusqu'à notre microbiote du sol, jusqu'à notre microbiote intestinal, puisqu'on a des produits qui vont jusqu'à nourrir le sol, nourrir les plantes, nourrir les animaux d'élevage, nourrir les animaux domestiques comme les chiens et chats, jusqu'à nourrir l'homme, et tout ça à partir d'insectes qui sont deux petits cousins de la famille des scarabées. On allait dans une nouvelle technologie de ferme verticale, donc sur la technologie de pointe qui mêle la robotique, qui mêle beaucoup de données, de la data, de l'intelligence artificielle, évidemment une forte connaissance du vivant, nos 3 composantes. Au-delà de ça, j'ai donc aussi cofondé l'association européenne des producteurs d'insectes à Bruxelles, qui a beaucoup travaillé sur les sujets réglementaires parce que rien n'était autorisé, rien n'était connu sur les insectes. Il a fallu créer tout le cadre réglementaire. Et depuis quelques temps aussi vice-président de la Ferme Digitale qui là rend son rapport sur la French Agritech, qui est le nouvel écosystème de la technologie en agriculture qui a été présenté au ministre il y a quelques jours, qui sera présenté officiellement au Salon de l'agriculture la semaine prochaine.
Merci pour vos présentations. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler d'alimentation en 2030. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer quel est l'état de l'alimentation et du système alimentaire aujourd'hui? Alors, je vais commencer, commencer aussi, et puis peut-être tu auras l'occasion, Antoine, de parler de ton ouvrage aussi à un moment je fais la pub. C'est sympa. J'attends que tu en fasses la même chose pour moi. Mais l'écologie positive, c'est un sujet très important. Alors, l'état de ce système alimentaire, déjà, comme j'ai tendance à faire un peu le prof et le chercheur, je vois qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un système alimentaire. Je vais prendre une vieille définition, vieille, pas si vieille que ça quand même, mais d'un chercheur qui s'appelle Louis Malassis, et qui disait que le système alimentaire, c'est la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour produire et consommer leur alimentation. Donc là, vous avez déjà avec cette définition l'idée d'une complexité très importante. Nous, finalement, ce qu'on fait au quotidien, c'est acheter de la nourriture, parfois acheter des plats déjà tout faits, qu'on met au micro-ondes ou qu'on fait chauffer et qu'on mange. Mais par contre, derrière, il y a une immensité d'acteurs très, très différents, de la parcelle jusqu'à la planète. Ensuite, je voudrais peut-être commencer par vous dire j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On pourrait faire le jeu de savoir par laquelle vous voulez commencer, mais de manière un peu autocratique, je vais commencer par la bonne nouvelle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système alimentaire aujourd'hui qui est souvent décrit comme étant industriel ou industrialisé, qui a permis, depuis les années 50, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nourrir l'ensemble, ou la quasi-totalité en tout cas, de la population qui était en très très forte augmentation, une forte croissance démographique depuis les années 50. Donc malgré cette croissance démographique, la population a quand même fait plus que doubler depuis 1960. On est parvenu à augmenter la production agricole pour répondre à cette demande. Peut-être que vous me direz, finalement, c'est parce qu'on a augmenté la production qu'on a aussi pu avoir une croissance démographique. Je ne suis pas sûr de savoir si c'est la poule ou l'œuf. Toujours est-il que le rythme de la production a augmenté, a cru de manière assez importante. Et donc, ça s'est accompagné d'une forme d'industrialisation, de tertiarisation de l'alimentation, mais aussi de mondialisation de l'alimentation, qui a eu des conséquences, bien sûr, sur la planète. Alors, Antoine a mentionné la French Tech, l'agri-food tech, etc. Donc, vous avez aussi toute une capacité d'innovation qui s'est développée depuis les années 60, qui est très importante. Tout ça a permis d'augmenter les rendements à l'hectare. Je sais qu'Antoine est agronome, donc il sera beaucoup plus à l'aise que moi pour parler de ces questions agronomiques, mais on a pu augmenter la production sans forcément trop augmenter aussi la transformation des terres. Alors ça, c'est un succès qu'il faut noter, avec des famines qui ont reculé, même s'il y en a encore aujourd'hui, qui sont plutôt des famines politiques, qui sont liées à l'organisation politique, à de la gouvernance et à des problèmes géopolitiques. Mais on est parvenu à ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bien entendu, j'ai une mauvaise nouvelle, en fait, j'ai pas une mauvaise nouvelle, j'ai plein de mauvaises nouvelles. Toujours l'oiseau de mauvais augure. Ça commence un petit peu à me fatiguer, mais bon, c'est comme ça. Alors, ces mauvaises nouvelles-là, d'abord, c'est le fait que derrière cette idée que j'ai dit, apparemment, tout le monde a eu accès à l'alimentation suffisante aujourd'hui, il y a de très, très fortes inégalités. Tout le monde sur la planète, puis je sais qu'on a un fort public d'étudiants aussi qui connaissent aussi des formes de précarité alimentaire, tout le monde n'a pas un égal accès, un accès égal à cette alimentation. Il y a encore 1 milliard de personnes qui sont en insécurité alimentaire, qui n'ont pas chaque jour une quantité suffisante d'alimentation. Vous avez aussi 2 milliards de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, donc on est déjà presque à 3 milliards de personnes, et en plus de ça, vous avez des gens qui souffrent de carences en micronutriments et donc qui n'ont donc pas accès à une alimentation de qualité suffisante. Bien entendu, il y a aussi des enjeux qui sont liés, on pourra parler de la sécurité alimentaire si ça vous intéresse et comprendre un petit peu quels sont les facteurs qui encouragent ou qui malheureusement accélèrent cette insécurité alimentaire. Donc on a des pressions très fortes sur la santé humaine, surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la malnutrition, sous toutes ses formes, trop, pas assez, trop de certaines choses ou pas assez d'autres, sont la première cause de décès dans le monde aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids, l'obésité, etc. Autre mauvaise nouvelle, en plus de notre santé individuelle, notre santé humaine, il y a aussi la santé des organismes, la santé de notre environnement, la biodiversité. Donc ça veut dire qu'on a des externalités négatives. Ce système alimentaire, mondialisé, tertiarisé, industrialisé, etc., qui a permis tout ce qu'il a permis, comme j'ai dit en introduction, a aussi des externalités négatives qui sont très fortes, c'est-à-dire des conséquences sur l'environnement, sur la biodiversité, sur l'eau, bien entendu, sur l'écologie. C'est-à-dire que nos choix alimentaires
si tant est qu'on soit vraiment libre dans nos choix, et ce système alimentaire qui permet de les satisfaire, ont un impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au système agricole et au système alimentaire. On pourra rentrer un peu plus dans le détail si ça vous intéresse de comprendre quels sont les points importants. On a un enjeu de l'eau. Aujourd'hui, c'est 70% de l'eau qui est prélevée à l'échelle mondiale qui sert à l'agriculture. Alors que la majorité de l'agriculture qui est faite sur la planète, c'est une agriculture qui n'est pas irriguée. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'eau pour parfois une eau qu'on pourrait largement économiser. Des impacts aussi sur le sol. Hein, on est face à une situation de désertification, d'érosion, d'aridité très importante des sols avec ce système alimentaire, sans compter aussi la déforestation. Je dis que j'allais être porteur de nouvelles pas très réjouissantes, mais ça, ce sont ces externalités négatives du système alimentaire. Je voudrais rajouter deux choses et puis après on va continuer à échanger. Tant que je monopolise la parole, n'hésitez pas à me le dire si je parle un petit peu trop. Mais peut-être vous parler aussi des régimes alimentaires. On est, nous, êtres humains, proches de l'Homo sapiens, en tout cas, on descend de l'Homo sapiens qui a quoi, 200 000, 300 000 ans. Par contre, ça fait à peine 500 ans qu'on mange des pommes de terre, qu'on mange du maïs, et qu'on mange aussi plein d'autres choses très différentes, des tomates notamment pour faire la pizza en liquide. Ça veut dire que tout ce qu'on mange change apparemment très vite. En 500 ans, on s'est mis à manger des pommes de terre et des tomates, mais par contre, ça fait aussi 200 000 ans que notre système alimentaire a changé. Donc ça change très vite, mais aussi ça change très lentement, et on a cette tendance à la convergence des systèmes alimentaires qui est très importante. Peut-être je garde la dernière réflexion que je veux dire sur qu'est-ce qu'on va manger demain, parce que voilà un petit peu ce paysage du système alimentaire, et on pourra peut-être rentrer dans les détails de où est-ce qu'on émet plus, quels sont les impacts sur la biodiversité ici et ailleurs. Juste pour compléter, un chiffre qu'on utilise souvent, c'est par rapport aux impacts sur le climat, la biodiversité. L'agriculture, c'est le deuxième, comme tu disais, source d'impact. Mais en fait, l'énergie, c'est le premier, et l'énergie, évidemment, embarquée dans toutes les filières, dont l'agriculture. C'est tous les produits fossiles. Et l'agriculture a réussi son explosion dans ces dernières décennies grâce aussi justement au pétrole pas cher, à la chimie pas chère pour faire les pesticides, un produit phytosanitaire, les tracteurs qui peuvent transporter le convoyage, la logistique dans le monde. Mais même, alors, ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est même quand on espère, on arrivera à décarboner l'ensemble de l'énergie, que ce soit par du renouvelable ou du nucléaire, voilà, si on arrive à 100% décarboné, on ne sera même pas encore aux accords de Paris, enfin même au rapport du GIEC qui est à 1,5 degré maximum. Parce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre, c'est le CO2 qui est dans l'énergie, il y a le méthane et le protoxyde d'azote qui sont les deux plus gros derrière, qui sont eux qui viennent essentiellement de la culture. Il y a un petit peu des fuites de gaz issus du pétrole pour la partie méthane. Donc là, il y a quelque chose effectivement aussi très spécifique à l'agriculture qui sont liés à la production des ruminants, au non-recyclage des déchets organiques et dans les décharges d'émissions de méthane. Et puis, protoxyde d'azote, c'est les engrais chimiques, essentiellement. Donc là, effectivement, il y a aussi quelque chose des leviers qui sont très forts pour agir dans l'agriculture, pour réduire ces aspects climat qui doivent être faits en parallèle de décarboner en l'entièreté du système énergétique. Et dans la biodiversité, c'est bien le premier impact contributeur, on va dire. C'est le rapport de l'IPBES, qui est le consortium équivalent du GIEC pour la biodiversité, ce groupe de chercheurs internationaux. Et à la COP 15 cette année, à la COP du climat 26 l'année dernière, à la COP 15 de la biodiversité cette année. Et c'est les causes d'impact sur la biodiversité. La première, c'est la déforestation, vraiment la première. Et là-dedans, on retrouve le soja, le bœuf, le palme. C'est en premier avant l'artificialisation des sols par l'urbanisation notamment. Le deuxième, c'est la prise de biodiversité directement. Là, en premier, vraiment, c'est la pêche. Et troisième, c'est le réchauffement climatique. Et donc, il y a une interconnexion, perte de biodiversité, augmentation du réchauffement par perte des arbres, des forêts et autres. Et de l'autre côté aussi, le climat accélère la perte de biodiversité. Le quatrième sont les pollutions. Et là, c'est vraiment énormément les produits phyto et les engrais chimiques qui amènent notamment ces marées vertes qu'on voit sur les côtes et qui asphyxient, qui font ces zones mortes, comme ils appellent, effectivement, qu'on connaît en Bretagne et qui est un peu partout dans le monde. Donc, c'est effectivement, l'agriculture est donc très contributrice à ces problèmes. Il faut aussi se rendre compte, c'est la première victime quasiment des changements climatiques aussi. Donc, à l'inverse, les paysans, les exploitants agricoles sont les premières victimes de
réchauffement, des pertes de rendement à des endroits, des incendies ou la grêle comme il y avait l'année dernière, ou dans le gel qu'on va sûrement, enfin, c'est probable qu'on ait un gel dans les prochaines semaines alors qu'il commence à refaire chaud. Et vous avez l'image l'année dernière de tous ces vignerons qui avaient mis des bras zéro partout vu du ciel, c'était absolument impressionnant pour tenter de sauver leurs vignes dans le gel, je sais plus, c'était en mars-avril. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup, donc finalement, c'est donc beaucoup de choses positives, mais beaucoup de choses inquiétantes, mais à l'inverse, étant entrepreneur, et sinon c'est le sens du bouquin que j'ai coécrit il y a quelques jours, il n'y a jamais eu une période finalement aussi intéressante et passionnante dans laquelle vivre pour tenter de changer les choses, et donc de monter des projets. Et je suis convaincu que les entrepreneurs, dans une coalition tout à l'heure, ont un rôle majeur à jouer pour catalyser justement ces changements avec les chercheurs, avec la société civile, avec les politiques, parce qu'on a cette capacité-là d'aller vite et d'entraîner des gens avec nous, que ce soit des équipes, que ce soit des investisseurs, que ce soit des clients, et que justement, on a ces 2-3 décennies, on va dire, critiques devant nous, pas plus, pour faire cette inflexion. Et donc, il n'y a pas un meilleur moment, effectivement, d'entreprendre, et notamment d'entreprendre dans l'agriculture et l'alimentation. Donc, on est là aujourd'hui sur un système qui est un peu ambivalent, parce qu'on arrive à nourrir le monde, donc à peu près, ça dépend évidemment, parfois c'est difficile pour certaines personnes, mais c'est pas sans conséquence. Donc, est-ce que c'est possible de revenir sur les enjeux auxquels on va faire face dans les prochaines décennies pour nourrir le monde dans le respect des ressources planétaires? Quels sont ces enjeux? Alors déjà, il faudrait peut-être rappeler aussi que vous avez utilisé un terme très important qui sont les limites planétaires. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien rappelé dans la littérature. Hein, c'est les travaux de l'Institut de résidence de Stockholm qui liste 9 limites planétaires. Et sur ces 9, il y en a déjà 4 qui ont été dépassées. Hein, celle du changement climatique, celle de la biodiversité, celle du changement d'usage des sols avec la déforestation notamment, et puis les pollutions chimiques et pollutions en général depuis quelques semaines avec la question du plastique. Ça veut dire que sur ces frontières-là qui sont déjà passées, on a devant nous un défi absolument immense et absolument énorme. Donc pour déjà bien comprendre quelles sont un peu ces limites de la planète, je voudrais dire une deuxième chose, c'est que, et je pense que ce que tu as dit juste avant aussi, Antoine, le montre bien, on est sur un système qui est très complexe, dans lequel il faut absolument penser à lier, donc je rebondis ce que tu as dit, de la question de l'énergie et de l'alimentation. Donc on va parler protéines tout à l'heure, j'imagine. On pourra revenir là-dessus sur cette question-là. Mais c'est avant tout parce qu'on a eu une énergie peu chère qu'on est parvenu à produire ces engrais, cette énergie utilisée avec le gaz notamment pour produire les engrais, produire le plastique qu'on utilise aujourd'hui qui est pas cher, etc. Donc il y a un enjeu important aujourd'hui autour de ce nexus, hein, cet axe entre l'énergie et l'alimentation. Demain, le monde sera à la fois plus chaud, hein, globalement, avec plus de risques et d'incidents climatiques. Le changement climatique, et c'est important de le rappeler, si l'agriculture et l'alimentation ont une responsabilité très forte, hein, 25-30% des émissions de gaz à effet de serre liées au système alimentaire, c'est aussi la première des victimes aujourd'hui sur le plan du climat. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la sécurité alimentaire mondiale. On a 1 milliard de personnes à peu près qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et donc, pour faire face à ça, parce que le système dysfonctionne aujourd'hui, en tout cas, il fonctionne mal, puisque certains sont encore en situation d'insécurité alimentaire, alors que si on fait un bilan général de l'équilibre de toutes les calories qui sont produites, on devrait pouvoir nourrir l'ensemble de la population. Mais il y a plein de pertes qui sont réalisées, et il y a plein d'aliments qui sont détournés pour faire autre chose que de l'alimentation humaine, puisque l'agriculture, c'est pas uniquement de l'alimentation, c'est aussi le lin pour nos vêtements ou pour vos raquettes de tennis, les carburants ou les biocarburants pour les voitures, etc. Et d'autres usages industriels ou bioéconomiques. Donc ça veut dire que on va demander de plus en plus de choses à l'agriculture, qui aura de moins en moins de moyens, parce que c'est important aujourd'hui de bien considérer l'utilisation de certains produits, notamment les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires, qui ont des conséquences sur ces cycles dont on a parlé, du phosphate, de l'azote, etc. Donc là, on est sur des enjeux qui sont extrêmement importants. Mais la question de nourrir le monde,
demain, c'est aussi une question qui est liée à trois C, en tout cas sur l'insécurité alimentaire. C'est Oxfam qui a trouvé cette formule parce qu'on la connaissait bien. C'est la question du climat. Demain, il va falloir trouver des solutions pour s'adapter au changement climatique, à la fois pour atténuer l'impact de l'agriculture, avec des procédés innovants, avec des manières de produire un peu différentes, mais il va aussi falloir que l'agriculture s'adapte au changement climatique. Tu as raison de rappeler l'épisode de gel l'année dernière. Moi qui viens de la Drôme, on a envoyé des photos d'arbres fruitiers qui étaient complètement noircis par le gel. On n'a pas eu de fruits, la quasi-totalité des arbres fruitiers de la Drôme étaient gelés, alors que c'est un département très important. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher des fruits plus loin, les payer plus cher aussi. Donc demain, on va vers ces enjeux-là. Donc la question du climat. Ensuite, il y a deux autres C qui sont très importants. C'est le Covid, parce que les impacts du Covid-19, alors aujourd'hui, on se réjouit de pouvoir retourner manger debout et boire debout dans les bars. Et c'est tant mieux pour la convivialité, la commensalité. N'oublie pas que ce qu'on fait quand on quitte le masque, c'est avant tout manger et boire. Mais les impacts à long terme du Covid, ça va aller jusqu'à 2030, y compris dans les pays qui sont exposés à des considérations beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui chez nous, avec les plans de relance, avec l'économie qu'on peut dégager. Le troisième C, c'est celui des conflits. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur la dimension géopolitique qu'il y a derrière l'alimentation, parce qu'on va parler de processus chimiques, de processus organiques, de processus agronomiques, etc. Mais il y a de la politique. L'alimentation est politique. S'il y a des famines qui existent encore aujourd'hui, on se souvient peut-être il y a quelques années ce qui s'est passé au Soudan, aujourd'hui en Éthiopie et ailleurs, c'est parce qu'il y a aussi bien sûr des conséquences du réchauffement climatique, des sécheresses, mais il y a aussi des usages politiques de l'alimentation. Donc derrière le fait de consommer et de produire, on a de la géopolitique. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie, on n'est pas dénué, c'est une zone de production très importante de céréales et de blé notamment. L'alimentation, elle circule, elle a toujours circulé. Je commence déjà à introduire aussi des discussions peut-être sur les circuits courts, sur la territorialisation de l'alimentation. Et demain, on aura encore un peu plus besoin de faire circuler cette alimentation parce qu'on ne pourra pas produire de tout partout. Vous êtes, j'en suis sûr, des mangeurs de pain au chocolat et des buveurs de café. Ben déjà, ça ne pousse pas dans les 50 ou 60 km autour de chez nous. On peut arrêter de manger des pains au chocolat ou des chocolatines, on peut arrêter de boire du café. Mais ça veut dire aussi que derrière, il y a des choix qui devront être faits, à la fois des consommateurs, de l'État. Donc, on va pouvoir aussi discuter tout ça. Donc, si on se projette à 2030, ça veut dire des nouveaux régimes alimentaires. Ça veut peut-être aussi arrêter d'être ce que sont les consommateurs. C'est l'anthropologue qui dit ça, ce sont des menteurs, mais de bonne foi. On est tous un peu des menteurs de bonne foi avec notre alimentation. On fait des petits efforts, on a l'impression de faire beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être repenser notre système alimentaire, repenser notre mode de prise alimentaire. Je pense qu'il y a deux sujets importants, c'est celui des protéines et donc celui de l'alimentation de viande. Mais ça, on pourra en reparler peut-être dans la suite. Sous un autre angle, finalement, les enjeux dans les prochaines années, c'est sortir de l'ultra-simplification qui a été permise par l'ère du fossile dans tout. C'est-à-dire qu'on a fait, à partir des années après la guerre, les développements phyto et les engrais, on a fait des grandes parcelles de plus en plus grandes, très, très simples, qu'en fait, on arrivait à démultiplier les rendements parce qu'on massifiait très fortement et on simplifiait à outrance ce qui se passe finalement dans la vie. C'est pareil même dans l'organisation de nos villes. Tout a été le système urbain, le système énergétique, le système alimentaire, extrêmement simplifié grâce à une énergie pas chère et très abondante. Finalement, l'enjeu des prochaines années, c'est d'apprendre à revivre avec la complexité de la vie. C'est peut-être unique dans l'univers, on ne sait pas, mais c'est ultra complexe. C'est ça qui est aussi passionnant, c'est de monter des nouveaux systèmes, justement, qui embrassent cette complexité, et à tout niveau. Donc, comment on va organiser nos villes de manière beaucoup plus complexe, qui font rentrer de la nature, l'agriculture à niveau en plein dans les centres-villes, et pas une simplification, les cœurs de travail, de résidence primaire, secondaire, etc., ou les lieux de tertiaire de commerce. Pareil dans l'agriculture, les grandes parcelles, est-ce qu'on ne va pas les simplifier, on ne va pas justement les complexifier? On parle d'agroforesterie, on parle finalement d'agriculture de conservation, de polyculture même sur une même parcelle, mais pas dans le système d'élevage. Voilà,
et le fait que sur les pesticides, on pourrait, je suis persuadé qu'on saura s'en passer, pas tout de suite, pas d'un coup, arrêter d'un coup le glyphosate ou le néonicotinoïde sans donner d'alternative aux paysans, ils doivent tout perdre. Voilà, c'est bien que la société pousse à changer, mais il faut aider, il faut innover, et le vivant, que ce soit justement des insectes, des champignons, des bactéries, c'est ce qui contrôle l'ensemble des organismes et des propagations qu'il peut y avoir dans la nature, des ravageurs. Et donc, en apprenant à travailler avec ce vivant, on peut arriver à contrôler après le vivant on va dire, non désiré pour avoir les rendements attendus. Donc voilà, je suis convaincu qu'on va on va aller vers plus de complexité, à la compréhension de ces complexités, au-delà donc dans notre performance économique, la mesure du PIB ou du chiffre d'affaires, c'est l'intégration de ces externalités. On voit jusqu'à des grandes instances comme l'IFRS, qui est l'organe mondial de suivi un peu des pratiques financières, où Emmanuel Faber maintenant est passé à l'exploitant de Danone, pour travailler à intégrer vraiment dans le reporting des grands groupes en termes financiers, justement, ces externalités, notamment le premier dans le climat, puis la biodiversité, et que les entreprises soient pas redevables, mais vraiment responsables, et rapportent ces éléments-là de manière aussi importante à leurs actionnaires en termes de compte à rendre. Donc ça, on voit bien que la complexité, elle est aussi dans ce pilotage de l'économie jusqu'aux pratiques au quotidien. Donc je suis convaincu effectivement que c'est ça qui est en train de changer, et c'est très compliqué pour beaucoup de gens parce que ça va aussi amener à beaucoup d'investissements. Mais finalement, dans les 30 glorieuses, c'était un investissement massif dans des nouvelles infrastructures énergétiques, urbaines, etc. Là, on doit avoir un investissement massif dans les infrastructures énergétiques, alimentaires, urbaines, matérielles, pour arriver effectivement à aller à un nouvel état de la société qui soit en bien plus grand équilibre avec l'ensemble des autres organismes sur cette planète. Juste rebondir un chiffre que je trouve assez frappant. Aujourd'hui, il y a 10 000 espèces végétales qui sont comestibles. C'est sur cette idée de diversification. Il y en a 10 qui dominent nos régimes alimentaires. Interrogez-vous sur ce que vous avez mangé à midi, sur ce que vous avez mangé hier ou ce matin, etc. C'est du blé, du maïs, certaines céréales, peut-être quelques légumes, certainement pas assez. En tout cas, pas assez de légumineuses. Donc, ça veut dire que cette diversification, elle est absolument essentielle pour éviter justement ces pièges. En fait, on a avancé dans le système alimentaire et on s'est piégé, on s'est auto-piégé en faisant une espèce de verrouillage qui ne permet pas de revenir en arrière sur ce qu'on a fait sur le plan du système alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus simple d'acheter tel produit parce qu'on sait le cuisiner, parce qu'on a aussi beaucoup investi sur améliorer la technique, la pratique. Donc, ça veut dire aussi, je crois, reprendre le pouvoir sur son alimentation. Savoir prendre du temps, c'est moi qui dis ça, j'en prends pas, mais en tout cas, savoir prendre du temps pour choisir ses produits, connaître ses produits, c'est pas des paroles en l'air, hein, tout ça, mais aussi les transformer, les cuisiner soi-même et diversifier le plus possible son alimentation. Ça, les nutritionnistes vous le diront aussi. On a des régimes qui sont beaucoup trop restreints face à l'immense palette de choses qu'on pourrait manger. Comme c'est en plus un grand plaisir de manger plein de choses différentes, il faut pas hésiter à le faire. Ça, c'est des éléments qui sont absolument importants. Cette diversification, parce que si on diversifie notre assiette, ça veut dire aussi qu'on peut diversifier les systèmes de production. On peut mettre de la complexité. Alors que, et j'insiste là-dessus, hein, je suis fils d'agriculteur et on leur a dit aux agriculteurs pendant 20-30 ans, simplifier, intensifier, parce qu'en fait, il faut faire des rotations courtes, faire surtout du blé, etc. Il faut vous spécialiser. C'est comme ça qu'on arrivera aussi à produire suffisamment. Donc, on a eu des solutions, en fait, qui étaient des approches qui étaient plutôt une solution à un problème et qui concerne tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est fini, hein, cette fameuse... il n'y a plus une solution pour tout le monde. En fait, il va falloir se casser la tête. Donc, le métier d'agriculteur et le métier d'agricultrice et de producteur va être de plus en plus complexe. Donc, je sais que je parle à un ingénieur agronome, donc là-dessus, c'est un élément qui est très important. C'est un métier qui est loin d'être simple aujourd'hui, avec le climat en plus et avec les changements météorologiques. Et ça sera un métier qui sera encore plus difficile demain. Derrière, je pose ça sur la table, je parle juste de rémunération des agriculteurs et des agricultrices tout au long de leur vie. C'est un métier qui est en train de se transformer et qui va encore plus demain se transformer. Mais juste un signal positif quand même, il y a eu un recensement agricole en France, on parle de France, mais on pourrait parler d'autres pays, qui est sorti il y a quelques mois. Et les exploitations en polyculture élevage, donc qui sont avec des systèmes complexes, repartent à la hausse. C'est-à-dire qu'on a un peu plus d'agriculteurs qui sont installés dans ces systèmes complexes. Et donc ça, c'est, je trouve, plutôt une bonne nouvelle, même s'il faut l'accompagner, parce que derrière, ça veut dire créer des filières qui soient rémunératrices,
Et donc ça, c'est tout un ensemble d'acteurs qui doit être impliqué, et pas que le consommateur, hein. Ça va aussi dans les transformateurs, dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est vraiment un engagement qui doit être collectif. Vous avez commencé à en parler et ça nous fera une transition parfaite vers les questions de régime alimentaire. Et du coup, quelles sont les solutions et étapes à mettre en place pour sécuriser ce système alimentaire? Euh, je ne sais pas si les réponses magiques, mais effectivement, la diversification, complexification, comme on vient de le dire, je pense que dans nos pays d'économie assez avancée, la première chose où on a complexifié aussi nos modes de vie, c'est de retourner plus à la cuisine et de manger des produits frais. De prendre le temps de cuisiner et de manger moins transformé. À partir de là, on mange aussi moins en quantité et on mange plus diversifié et on équilibre ses calories animales et protéines animales et végétales. Et il y a de plus en plus justement de start-up ou de grands groupes qui proposent justement des livraisons ou d'autres systèmes pour des recettes et autres pour aider justement à retrouver puis toutes les émissions de télé et autres qui essaient de vous donner envie de cuisiner avec tous les chefs qui sont devenus des stars aujourd'hui. Avant, il y a 30-40 ans, la nouvelle cuisine oui, existait, mais était beaucoup plus élitiste. Là, elle devient vraiment beaucoup plus généraliste et c'est tant mieux. Donc, si on arrive à ça et réduire les produits transformés, ce serait déjà une bonne chose. Après, il faut produire pour tous les portefeuilles. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à penser qu'il faut monter le niveau de qualité de l'agriculture française, notamment, pour répondre à voilà, 100% d'agriculture bio, une agriculture vraiment beaucoup plus exigeante. Il faut pas oublier qu'il faut nourrir tout le monde et un couple, une famille avec les deux parents au RSA, et ben c'est compliqué effectivement de se nourrir avec des produits de très grande qualité. Et l'industrialisation de l'agriculture a aidé aussi à couper des coûts. Alors malheureusement à côté, c'est le coût de l'urbanisation du loyer qui a augmenté dans le portefeuille des personnes, parce qu'avant c'était 30% peut-être la dépense alimentaire dans les ménages il y a à peu près 50 ans. Aujourd'hui c'est 10 à peu près. Hein. Je sais mieux que moi les chiffres, mais et c'est les loyers qui sont passés, de la partie immobilier qui est passée à moins 30%, plus tout ce qui est divertissement aussi qui prend de la place. Donc on a mis l'alimentation de plus en plus de côté. Alors c'est effectivement le cœur du quotidien, donc il faut produire aussi pour tous. Et puis aussi, il faut avoir toujours en tête qu'il y a une inégalité profonde territoriale liée au climat et au sol, et aux pratiques aussi, aux techniques agricoles dans le monde. C'est-à-dire que la France a la chance d'avoir une agriculture qui est très riche, parce qu'elle a des sols très riches, il y a un climat plutôt bien équilibré. Il y a plein de pays qui n'ont pas cette chance-là. Donc, est-ce que se replier aussi sur soi avec une agriculture très, très qualitative, qui nourrit qu'une partie de la population et qui réduirait drastiquement ses exports, et du coup ne prendrait pas la responsabilité de sa part à aussi exporter ce qu'elle peut vers des pays qui, eux, vivent dans un désert ou des sols très peu fertiles, très secs, très salés, aussi avec la désertification dans d'autres zones, c'est pas responsable. Donc il faut être capable de manager les choses. Donc il faut des agricultures, c'est vraiment au pluriel. Cette logique de complexification, c'est aussi de pratiques différentes. Donc il faut des agricultures technologiques, il faut des agricultures peu technologiques. Et il faut des circuits courts, il faut être capable les personnes qui ont les moyens justement aussi prennent le temps de le faire. C'est sûr que plus on a des revenus et plus moins on a de temps et plus on court après le temps et plus on sous-traite notre alimentation, notre préparation finalement à d'autres acteurs et puis on se fait faire livrer des plats tout faits. Mais il y a un peu essayer de retrouver ce temps-là tout en permettant aussi à des personnes qui ont moins de revenus, avec des pratiques, des cours aussi de cuisine dès l'école, une campagne de communication là-dessus, sur redonner l'envie aux enfants d'apprendre la cuisine pour que ça ruisselle un peu partout. Ça, c'est effectivement, je pense, une façon d'aider à retrouver des choses de bon sens, mais c'est pas le retour en arrière comme toujours on parle dans tous les domaines. Retour, voilà, quelque chose qui serait un esprit assez on va dire, conservateur de passer c'était forcément mieux. Non, encore une fois, l'agriculture était peu productive et la mortalité beaucoup plus forte due à l'agriculture. La qualité de l'agriculture, l'alimentation a drastiquement monté aussi en termes de qualité sanitaire. Le nombre de mortalités de maladies liées à l'alimentation est très faible aujourd'hui, en rapide, en maladies brutales et autres. Par contre, le très long terme dû à l'accumulation de pesticides dans la chaîne, notamment pour les agriculteurs, c'est autre chose sur laquelle il faut pouvoir faire changer les choses. Donc, il n'y a pas de solution miracle, c'est
un changement du côté du consommateur, dans peut-être une plus grande sobriété alimentaire, éviter les dérives des populations les plus riches qui surconsomment, avec des produits trop transformés et qui amènent et trop riches et trop caloriques, des produits plus frais, voilà, plus cuisinés, beaucoup moins transformés. Et jusqu'en amont, où on peut changer, effectivement, je disais tout à l'heure, les pesticides, je suis convaincu qu'on saura s'en passer à un moment ou à un autre. Les engrais chimiques, eh ben, on pourrait réduire drastiquement grâce aux engrais organiques. Ça veut dire qu'il faut maintenir l'élevage. Dire qu'un monde qui avec des protéines végétales peut nourrir le monde, c'est pas possible au niveau santé humaine pour beaucoup de personnes d'être 100% végétarien, mais en plus, c'est pas possible au niveau juste de l'écosystème. Être 100% végétarien, c'est derrière, ça veut dire plus de gaz à effet de serre parce que plus d'engrais chimiques. Il faut des engrais organiques, donc il faut de l'élevage qui soit intégré en polyculture. Élevage pour amener ça, il y aura moins de ruminants, il y aura moins peut-être de volailles, mais surtout moins de ruminants dans le futur. Mais il y en aura toujours. Il y aura d'autres formes. Oui, nous, ce qu'on fait, ça en fait partie, mais il y en a d'autres. Il y a des champignons aussi. Il y a plein de nouvelles cultures qui apporteront aussi ce système pour réduire les engrais chimiques ou les associations culturelles qui permettent de prendre des légumineuses qui captent l'azote de l'air, comme le soja qui est très décrié en Amérique du Sud, mais il y a d'autres légumineuses qui sont possibles en France et qui permettent de réduire encore plus l'utilisation de ces intrants-là. Voilà, réduire les pesticides drastiquement, réduire les engrais chimiques drastiquement, c'est possible, et réduire l'élevage de ruminants aussi fortement, et se concentrer sur justement la viande qui soit de qualité fraîche. Je l'achète chez mon boucher, je sais d'où ça vient. Par contre, quand je prends des produits transformés, ben peut-être que ce sera pas forcément du bœuf, ce sera peut-être ces nouvelles alternatives qui soient végétales, qui soient les champignons, qui soient les algues, qui soient les insectes, qui permettent effectivement d'avoir des productions de viande sans méthane, et qui est effectivement quelque chose qui sera important dans le futur dans l'approvisionnement des chaînes alimentaires. Alors, je vais essayer de rebondir à ce que tu as dit, Antoine, et déjà commencer par la notion de prix et d'alimentation pour tous. Il y a un organisme qui s'appelle Eat Lancet, un organisme de recherche qui a publié ce que devraient être les rations alimentaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris à 2 degrés ou 1,5, et qui donc c'est très facile à trouver sur Internet. On l'a reproduit là, dans le bouquin, dans un chapitre sur l'Anthropocène, et montre bien qu'en fait, le régime alimentaire global et moyen qui permettrait d'atteindre ces objectifs à 2 degrés ou 1,5 degrés, c'est un régime alimentaire qui coûte environ 3 euros par jour et par personne. Encore aujourd'hui, il y a pas loin d'1 milliard de personnes qui n'ont pas plus de 1,7 euros par jour. Ça veut dire qu'on va laisser des gens probablement derrière. Bien sûr, c'est global et il faut aller un peu plus dans une échelle qui soit plus grande, hein, au plus près du terrain. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir produire de tout partout, tout le temps et pour tout le monde à des prix accessibles. Et tu as raison de parler notamment des échanges et des circuits. Notre circuit court, c'est pas le même que celui d'une population égyptienne, par exemple. Je pense cet exemple-là que je connais bien. L'Égypte aujourd'hui, c'est le premier importateur mondial de blé. C'est 11 millions de tonnes de blé qui sont importées, 11 à 13 millions de tonnes de blé qui sont importées et qui sont utilisées à 98% ou 95% pour l'alimentation humaine. C'est autant de blé qui est produit sur place. C'est-à-dire qu'un grain de blé sur 2 qui est utilisé pour faire le pain en Égypte vient de l'extérieur. Beaucoup de Russie, parce que derrière, il y a de la géopolitique. Et demain, on ne pourra pas dire à l'Égypte, débrouillez-vous, une population qui va être en croissance démographique assez importante, à plusieurs centaines, à 150 ou 180 millions de personnes à l'horizon 2050. On va dire, débrouillez-vous, faites tout seul vos céréales, trouvez un autre moyen de produire, parce que le blé, c'est, je ne sais pas s'il y a des arabisants dans la salle, mais le mot pain en arabe, riche, c'est la vie en Égypte. Donc c'est le même mot VIE. Donc on sent aussi l'importance symbolique qu'il y a derrière l'alimentation en Égypte. Si on veut prendre un petit peu un regard sur les choses à faire, alors j'ai fait une feuille de route en 10 étapes pour que demain tout se passe bien. Non, malheureusement, c'est pas le cas. Parce que je vous ai décrit un régime alimentaire, celui de Eat Lancet, qui est global et moyen. Mais derrière, en fait, il faut regarder dans chaque territoire, dans chaque terrain, dans chaque écosystème, comment est-ce qu'on peut produire. Il y a un travail très intéressant qui est fait par la Fondation Barilla. Les PAT, Barilla, ils ont une fondation qui fait de la recherche sur l'alimentation et la nutrition, où ils ont fait dans chaque région du monde des pyramides avec ce dont j'ai besoin pour me nourrir et ce
et l'impact de ce qui me nourrit sur l'environnement et les écosystèmes. Donc, manger peu de viande, qui ont un très très fort impact sur les écosystèmes, manger beaucoup de légumineuses, qui permettent à la fois d'augmenter le stockage d'azote, de fertiliser les sols et d'augmenter aussi nos nutriments alimentaires. Donc, allez voir ce travail si ça vous intéresse. Dans chaque région, c'est adapté aux consommations, au sorgho ou au millet en Afrique, à la patate douce ailleurs, etc., ou au blé ailleurs. Donc, il y a 3 choses à faire dans cette petite carte, disons, cet itinéraire. Le premier, c'est faire évoluer les modes de consommation. Donc, on va commencer peut-être par parler un peu protéines, viande, etc. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, faire évoluer les choix alimentaires, faire évoluer les pratiques agricoles. Les deux sont liés. Et ça, c'est essentiel, et Antoine l'a bien précisé, hein, évoluer ces pratiques agricoles vers plus de sobriété énergétique, donc aussi sobriété en termes d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, hein, les antibiotiques. Aujourd'hui, on a une antibiorésistance qui est de plus en plus importante dans l'élevage animal. On en parlait dans l'ouvrage de Déméter l'année dernière, hein, sur cette hausse de l'antibiorésistance. Et le troisième élément, troisième piste et axe de travail, c'est la réduction des pertes et des gaspillages. Donc ça, je reviendrai peut-être là-dessus parce que c'est un élément qui me semble très important. Alors, faire évoluer les choix alimentaires, ça passe, je crois, par une vraie discussion, un vrai débat sur la place de la viande et de la protéine animale dans nos régimes alimentaires. Antoine l'a rappelé, il ne faut pas passer à des régimes qui sont absolument ou qui bannissent absolument la viande pour plein de raisons nutritives et agronomiques, hein, l'utilisation de la fertilisation animale dans cette économie circulaire, hein, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, il faut penser la circularité. Il y a aussi des enjeux de carence en fer, c'est une des premières manifestations de l'insécurité alimentaire dans les régions qui sont en conflit notamment. On a des populations avec des carences très importantes chez des femmes enceintes et chez des enfants en fer parce qu'on mange insuffisamment ou des quantités insuffisantes de viande. Pour autant, il y a des endroits dans le monde où on mange beaucoup trop de viande, notamment les États-Unis, hein, c'est 3 fois la quantité recommandée, hein, en moyenne, 3 fois la quantité recommandée de viande par jour. Hein, c'est aussi la même chose dans les régimes européens, on est plutôt à 2 fois. Donc ça veut dire manger moins de viande, une viande de meilleure qualité, parce que n'oublions pas que le poulet qu'on mange notamment dans la restauration collective vient beaucoup de Pologne, par exemple, qui n'ont pas forcément les mêmes considérations de production, qui utilisent aussi, qui déforestent, qui participent à la déforestation. Hein. Derrière, il y a le soja aussi. Donc ça veut dire, imaginez manger 70 grammes de protéines par jour, y compris des protéines végétales. Donc manger des légumineuses, manger des pois chiches, manger des lentilles, on en produit, et il va falloir en produire plus en France, hein, c'est aussi important pour les cycles agronomiques. Donc si on change notre alimentation, on changera aussi nos modes de production. On pourra mettre de la complexité, on pourra mettre des systèmes, mais une fois de plus, il y a la question de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Sur la question de la protéine végétale et protéines animales, il y a la géopolitique. Aujourd'hui, l'Union européenne est fortement dépendante pour ses approvisionnements de protéines végétales de l'extérieur de l'Union européenne. La question principale, c'est le soja qui vient d'où? En grande partie d'Amérique du Sud et un petit peu d'Amérique du Nord. C'est lié à de la géopolitique parce qu'un jour, dans les années 60, on a dit les États-Unis vont produire la protéine végétale, et vous, les Européens, vous allez faire des céréales, vous allez faire du blé, et puis on va échanger. Donc le commerce est pratique jusqu'à ce qu'il y ait un embargo, jusqu'à ce qu'il y ait des difficultés, et jusqu'à ce qu'on se retrouve en fait aujourd'hui dans une situation où on ne sait plus, on n'a pas les capacités génétiques, les capacités techniques pour produire ces protéines végétales. Alors, la France, c'est un peu particulier parce qu'on a une filière qui est le colza, qui a permis aussi d'avoir des utilisations pour le biodiesel, pour les véhicules, de tourteaux, de colza pour l'alimentation animale. Donc ça veut dire que demain, on va avoir besoin de plus de protéines végétales, donc il va falloir en produire plus, et pas que du soja qui déforeste l'Amérique du Sud, parce qu'il y a d'autres régions dans le monde qui vont vouloir manger un peu plus de viande, je pense à l'Afrique subsaharienne, mais qui vont aussi utiliser de l'huile de cuisson. Vous comprenez que tout est lié, hein, quand vous achetez votre huile de tournesol ou votre huile de colza pour faire frire vos légumes dans la poêle ou faire vos crêpes ou ce que vous voulez, derrière, ce sont des filières qui ont été, c'est une production végétale qu'on a utilisée, qu'on a triturée, en fait on a pressé pour faire de l'huile, on a utilisé le coproduit de cette trituration, pardon c'est un peu technique, mais pour faire des tourteaux qui sont ensuite utilisés en alimentation animale. En Afrique subsaharienne, on utilisait principalement la cuisson à l'eau, hein, bouillie, mais de plus en plus on utilise la cuisson à l'huile.
Donc ça veut dire qu'on aura aussi besoin de plus de protéines végétales. Donc demain, il y a potentiellement, à l'horizon peut-être 2030 ou 2050, des risques de pénurie sur ces protéines végétales. Donc ça veut dire réfléchir aussi au système alimentaire à ce niveau-là, et ça c'est extrêmement important pour réduire les dépendances. Ça fait des années qu'on parle des plans protéines en France. Je pense qu'Antoine pourra en parler beaucoup mieux que moi. On en parle et on essaie de créer des filières, mais ça ne fonctionne pas. Plein de raisons parfois qui m'échappent aussi. Mais là, il y a un engagement très fort de la part du gouvernement, du président de la République, dans le cadre du plan France Relance. Donc peut-être tu en étais un bon témoin puisque tu as pris le micro pour en parler, d'essayer de développer ces filières des légumineuses et des protéines végétales. Donc j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à peut-être à mettre ça un petit peu de côté, mais je pense que sur cet itinéraire, de changement des régimes alimentaires, la question de la viande et de la protéine végétale est très importante. Manger plus de fruits et légumes aussi, c'est absolument essentiel parce qu'on en mange insuffisamment. En fait, il faut vraiment recommencer à diversifier notre alimentation. Peut-être je garde les pertes et les gaspillages pour plus tard parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais dire deux choses que tu disais. Je pense justement dans la logique de complexification, il y a quand même des choses positives, enfin négatives, quand même des choses positives. Avec l'Ukraine, la Russie, on verra les enjeux sur le blé dans les prochaines semaines et prochains mois, mais au global, la Russie a pris des tonnes de parts de marché à la France, à l'export, notamment en Égypte, comme tu disais tout à l'heure, mais dans plein d'autres pays. Donc les agriculteurs français, ils ont moins de débouchés. Donc ça veut dire qu'ils vont souvent produire moins de blé, et parce qu'ils vont dire qu'ils vont moins le vendre, donc ils vont chercher d'autres choses à faire, donc justement pour avoir plus de protéines. Il y a finalement une opportunité de ce rééquilibrage où la France était un très grand leader du blé, avec d'autres pays qui vont faire du blé, aussi à la faveur du réchauffement climatique qui permet à la Russie d'augmenter ses rendements également, tout ça lié. Donc finalement rééquilibrer un peu plus les choses, c'est très bien si voilà, les Russes, les Kazakhs, les Ukrainiens produisent plus de blé aussi. Et nous, finalement, on va se rééquilibrer également dans nos systèmes de production pour faire plus de protéines végétales et donc peut-être perdre en balance commerciale d'export de blé, mais par contre, on va gagner en balance commerciale en moins d'importation effectivement de protéines d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un exemple plutôt encourageant. La chose que tu disais sur la viande, finalement, il y a un exemple qui est assez frappant. Pourquoi on peut manger moins et manger mieux. Le meilleur, c'est le vin. Voilà, c'est le vin après la crise du phylloxéra, cette crise qui a ravagé la vigne en France, je ne sais plus, c'est quoi, 20e ou fin 19e, je ne sais plus. On est passé vers la qualité, parce que aussi, tout le monde prenait la piquette tous les jours. On voyait des photos de Français au début du siècle, ils buvaient beaucoup plus de vin que d'eau, alors que aussi l'eau n'était pas forcément de bonne qualité. Il valait peut-être mieux prendre ou du lait ou de l'alcool. Et ben là, la chute drastique qu'il y a eu en un siècle de consommation de vin vers la qualité, et encore aujourd'hui, les jeunes générations, vous buvez moins de vin, moins de bière que vos parents et vos grands-parents. Ça continue et on continue à aller vers plus de qualité. On en boit beaucoup moins souvent. Et par contre, quand on en boit, on en boit du bon. Et c'est pareil pour la viande rouge. C'est ce basculement-là. Prendre des burgers à longueur de temps ou des viandes transformées, comme je disais souvent, non, plutôt prendre une bonne entrecôte une fois par mois avec un barbecue avec des copains, j'en sais rien. Et là, on en profite beaucoup plus. Et avec une viande de très bonne qualité, on va mettre plus d'argent dessus. On sera nourri à l'herbe pour revenir sur le bilan justement protéique. Parce que l'élevage, encore une fois, est essentiel pour nourrir les plantes, mais aussi les ruminants, c'est la meilleure façon, c'est de valoriser des tonnes de terre où on pourra de toute façon pas faire des cultures végétales. Parce que la terre est trop pauvre, donc on ne va pas pouvoir faire des cultures de blé, de maïs, même de sorgho en Afrique. Donc on va laisser plutôt de l'herbe pousser, et en fait les ruminants, donc des bœufs, des chèvres ou des moutons vont pouvoir paître et valoriser cette terre-là. Donc notamment dans les montagnes, dans les sols peu fertiles, l'élevage est hyper important parce que ça permet justement finalement de créer encore de la bonne protéine. On va convertir de l'herbe, de toute façon, on ne va pas la manger directement. Donc le ruminant, lui, l'a converti en protéines de qualité. Et donc favoriser ces élevages-là dans ces zones où il ne sont pas possible de faire d'autres grandes cultures ou du maraîchage ou autre, c'est un bon complément et ça permettrait justement de focaliser la production de cette viande-là de manière plus qualitative, d'en manger moins, mais d'apprendre dans ces zones où justement il y a un meilleur partage de l'usage du sol et laisser les sols plus, laisser les sols, on va dire, plus riches à la production de céréales pour l'homme et pas pour l'animal, au maraîchage et autres besoins, effectivement, à notre éclairage.
Tu as d'autres questions? Juste très, très, très rapidement pour réagir. Vous allez penser que je suis monomaniaque sur les protéines, hein, mais, alors que c'est pas moi qui devrais Ouais, non, mais en parler. pas trop On y promo. viendra. On y viendra, mais je pense que c'est un élément qui est important parce que si on regarde notre alimentation demain, dans, disons, à 2030 ou 2040, on a tous été fans des séries d'anticipation ou des films post-apocalyptiques, etc. Bon, bah déjà, je pense qu'on cette idée d'avoir une espèce de pilule qui nous fera nous nourrir en 2030 ou 2050, ça n'arrivera pas. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, ça arrivera pour plein de raisons nutritives, alimentaires, mais aussi de commensalité. Enfin, je pense que vous êtes tous en train d'écouter avec une attention immense ce qu'on raconte, mais aussi vous êtes en train de vous dire, tiens, qu'est-ce que je mange ce soir, avec qui je mange, où est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais boire avec, si possible aussi. Pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux autour de la prise de repas, de la prise d'alimentation qui changent beaucoup et qui va encore beaucoup changer demain. Par contre, nos assiettes, il est possible, on a un chapitre sur la seafood tech par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'agtech et de food tech, mais il y a la dimension des seafood, hein, les produits de la mer et toute l'innovation autour des produits de la mer. Vous avez un engagement très fort de l'industrie agroalimentaire pour trouver des alternatives. Alors, vous avez la recherche sur l'alimentation, disons la viande in vitro ou la viande de laboratoire, le poisson de laboratoire aussi. Hein. Maintenant, on fait des sticks ou des boulettes de saumon ou d'autres espèces très consommées à partir justement de recherche et de cellules souches. N'oublions pas aussi l'importance des algues. Donc demain, votre assiette, ce sera peut-être aussi des algues, ce sera peut-être des insectes. Je tends la perche pour mon voisin de droite, parce que on en parle. Je pense que tout le monde a plein de questions sur ces questions, sur ces enjeux-là. Beaucoup d'alternatives végétales. Vous avez peut-être vu Nestlé qui a créé c'est pas tuna, c'est Vuna, donc des espèces d'alternatives végétales à la viande ou au thon, etc. Mais ce sont aussi des produits qui sont de plus en plus transformés, alors que j'ai plutôt l'impression, et peut-être vous me direz le contraire, qu'on a tendance à vouloir transformer ou décomplexifier aussi les aliments qu'on mange. Hein. Je prends une autre startup qui est assez connue, Ari & Co, par exemple, sur les légumineuses. Bon, ils font des produits transformés avec le moins de transformation possible pour éviter d'être sur des prises d'aliments qui sont ultra transformés et qui ont aussi des conséquences sur les systèmes alimentaires. Oui, justement. Donc, on a bien parlé de solutions, on a beaucoup parlé aussi de protéines. Donc, vous avez bien jeté la perche pour Antoine. Et donc, on pourra faire un petit focus du coup un peu sur Insect et d'essayer de comprendre en fait comment Insect répond à ces enjeux-là, comment elle répond aux besoins du futur. Et voilà, justement, comment l'insecte peut être une partie de la solution aussi. Oui, exactement. C'est une partie de la solution dans ce monde qui devient plus complexe. Parce qu'on a favorisé les plantes, les grandes cultures, les 10 dont tu parlais, hein, céréales et légumineuses, enfin surtout céréales et les cultures à huile comme soja, colza et tournesol, et dans les animaux, quelques espèces effectivement de sources de protéines, surtout le poulet, hein, c'est la moitié des protéines animales dans le monde, c'est le poulet, c'est le plus efficace aujourd'hui en conversion alimentaire, c'est celui qui a le plus grand élevage, c'est celui qui est le moins cher aussi pour toutes les bourses effectivement dans le monde entier. Et après vient le porc, et après, selon les ruminants, et un peu plus après les poissons en élevage, en quantité, et qui représentent l'élevage de poissons la même quantité que de pêche. Dans certaines zones, c'est la première source de protéines, la pêche, mais à l'échelle mondiale, voilà, la volaille est bien le premier élément. Donc on pense qu'on peut, de la nature, est bien plus complexe que ça, et notamment le monde des invertébrés est la base de toute la chaîne alimentaire. Et dans les invertébrés, il y a les insectes, et pas que. On consomme des crustacés, effectivement, puis à un moment. Il y a une richesse qui est hyper intéressante en termes nutritionnels, en termes de différents bénéfices santé qu'on a pu découvrir, nous, en faisant de la recherche, voilà, avec des partenaires publics comme l'INRA en France, l'Université de Groningen aux Pays-Bas, jusqu'à la grande université de Bangkok en Thaïlande sur la crevette, en Norvège. On bosse avec des chercheurs dans le monde entier pour essayer juste comprendre parce que ces insectes qu'on élève, donc des scarabées, quels sont leurs intérêts nutritionnels. C'est le premier sujet, quels sont les intérêts nutritionnels, et éventuellement d'autres bénéfices comme des bénéfices sur la santé des plantes, des animaux ou de l'homme qui peuvent être nourris à partir de ces dérivés d'insectes, donc des protéines qui sont la même chose. On peut parler de trituration parce qu'on va séparer de l'huile de la tourteau qui est la protéine. C'est exactement le même procédé que pour les plantes. Les technologies sont vraiment les mêmes que les techniques de transformation des plantes. Donc ça fait 10 ans effectivement qu'on a commencé. On est dans les premiers, et en 10 ans, beaucoup de connaissances sont venues, parce que sur les insectes, finalement,
il y avait peu de choses et pas mal de choses. On connaît la production d'abeilles, évidemment, depuis très longtemps. En fait, il n'y a que 3 insectes qui sont domestiques, donc, qui sont considérés comme domestiqués dans le monde. Espèces domestiquées, il y a l'abeille, il y a la drosophile pour tout ce qui est les petites mouches pour les cultures dans le laboratoire, parce que c'est une base voilà, génétique de toutes les espèces animales, et le ver à soie. Et finalement, quand on regarde nous ce qu'on a fait, on est allé chercher notamment ces techniques d'élevage du ver à soie qui sont millénaires. Parce que si vous ne souvenez pas les routes de la soie qui ont créé l'économie, on va dire l'échange économique entre l'Europe et l'Asie, Marco Polo, etc. depuis très longtemps. On parle des nouvelles routes de la soie aujourd'hui. Tout ça, c'est un insecte derrière. Un ver à soie. Voilà, donc qui sert à faire de la soie, certes, mais aussi en fait le coproduit qui est le cocon, il est mangé en fait sur place. Il est mangé localement, très très localement, et puis parce généralement en fait pour séparer la soie, on ébouillante en fait le cocon, ça permet de séparer la soie, et derrière la pupe, la chrysalide, en fait on peut la manger en alimentation humaine ou en alimentation animale. Donc dans le fond, c'est rien de nouveau. C'est bien connu, les 2 milliards de personnes dans le monde qui ont l'habitude de manger des insectes. L'habitude, c'est pas dire qu'ils en mangent tous les jours. C'est exactement comme les Français ont l'habitude de manger des escargots. Je pense que vous en mangez pas tous les jours, mais au moins ça vous choque pas quand vous en voyez à la carte d'un restaurant. C'est une grenouille, ça vous choque pas. C'est culturel. Donc pour 2 milliards de personnes, c'est normal de voir des insectes au restaurant. C'est pas pour autant qu'ils en mangent tous les jours, loin de là. Mais au moins c'est bien connu. Du Mexique à la Thaïlande, la Chine, toute la zone, enfin toute intertropicale notamment est très consommatrice d'insectes. Et c'est plus de 1000 espèces qui sont connues, qui sont consommées par l'homme en enregistrement de pratiques alimentaires sur le million et quelques d'espèces connues dans le monde d'insectes. Donc il y a un potentiel important, mais sur les voilà, on a découvert. Donc la nutrition, c'est connu depuis longtemps que si on en mange, c'est que c'était plutôt bon. Aussi en culture en production pour les animaux, je parlais de ver à soie, mais des pratiques alimentaires, des pratiques de production en Asie, où en fait il y a des systèmes où les maisons sont sous pilotis, et donc sur des bassins, des étangs où il y a une culture de poissons, et en fait pour les pêcher, le soir ils mettent des lumières en dessous de la maison, au-dessus de l'eau, ça attire des tonnes d'insectes, et c'est la façon, après les poissons arrivent et ils pêchent les poissons. Donc il y a aussi, là c'est une pêche, on va dire dirigée, une aquaculture dirigée par les insectes pour récolter effectivement les poissons, donc ça finalement pas grand-chose de nouveau. La nouveauté, c'est de le faire à des prix abordables pour un Européen, un Américain, donc avec comment dire, un prix qui est plus faible, effectivement, que faire du ver à soie manuellement. Si on parle de la soie, ça se vend très cher. Quand on n'a pas de soie à côté dans un scarabée, dans une mouche ou un grillon, il faut produire une protéine qui soit compatible, proche des prix entre le soja, les farines de poisson ou autres ingrédients alimentaires. Et donc là, on est à 1, 2, 3 euros le kilo, et pas à des dizaines et des dizaines d'euros le kilo. Donc il y avait un grand enjeu technologique qui se pose. La même chose sur la viande cellulaire, qui est très 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 loin d'être encore économiquement viable. On verra si elle y arrive et on verra si le consommateur est intéressé. Je pense qu'il le sera. Certains consommateurs seront intéressés, pas tous. Et c'est comme dans notre cas pour les insectes, on ne cherche pas à convaincre le monde entier à manger des insectes du tout, mais c'est pour offrir quelque chose de nouveau pour certains. Pour d'autres, ça va être plutôt renouer avec une tradition. Quand on voit en Thaïlande la consommation d'insectes, elle baisse, les jeunes générations sont plutôt orientées vers l'hamburgerisation mondiale, se détourner de ce que leurs parents mangeaient. Des insectes entiers séchés, finalement, c'est pas l'image hollywoodienne qu'ils avaient envie peut-être d'avoir dans leur développement, dans leur jeunesse. Mais aujourd'hui, si on peut leur offrir un burger d'insectes fait avec des insectes produits localement, c'est peut-être autre chose. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on sait faire. La même logique de Harry & Co de produire aussi hamburgers avec très peu d'ingrédients et de toujours faire le moins possible pour pas être justement ultra transformé. Parce que je suis convaincu qu'on va manger, comme je disais tout à l'heure, moins transformé, plus de produits frais, plus de produits de la cuisine, etc. Mais on ne pourra pas se passer de produits transformés, ne serait-ce que par nos activités économiques, pour manger rapidement le midi, pour manger le soir qu'on a besoin. On a fini là tard ce soir, on n'a pas forcément envie de faire la cuisine pendant 1 heure ou pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on a toujours une place de produits transformés qui sera plus faible. Et pour ces produits-là, des produits qui n'émettent pas de méthane, qui sont très efficaces en conversion de matières premières pour les nourrir, qui prennent peu d'espace, comme les algues, comme les champignons, comme les insectes, comme la viande cellulaire, ça va rentrer dans l'alimentation humaine. Parce que voilà, vous avez des propriétés nutritionnelles, des bénéfices sur la santé. Sur l'homme, par exemple, on a fait 2 études précliniques avec des grands laboratoires en Allemagne et aux Pays-Bas qui ont démontré des réductions très importantes du taux de cholestérol
dans le foie et le sang de souris, jusqu'à 60% par rapport à du lait. Donc là, on voit des choses nouvelles, mais qui sont peut-être pas si nouvelles que ça, parce que dans l'écosystème, si les organismes, des animaux ou l'homme ou les grands singes mangeaient des insectes, c'est peut-être pas pour rien, si c'est pour la nutrition, aussi pour des effets, des bénéfices pour la santé. Et il y a une belle start-up qui existait il y a quelques années, qui n'existe plus, qui n'a pas allé au bout, mais qui était fondée par le prix Nobel de médecine Jules Hoffman, qui avait découvert une voie de protection immunitaire, qui sont les peptides antimicrobiens, qui avait découvert sur des insectes, et qui s'est rendu compte que ça existait aussi comme voie d'immunité chez l'homme, et qui avait commencé à développer des nouvelles voies anticancéreuses, et qui fonctionnaient, il y avait des choses, mais ils n'ont pas réussi le scale-up technologique et les financements associés. Donc il y a des potentiels sûrement hyper intéressants dans le domaine de la santé humaine. Sur les animaux, on a démontré avec tous ces laboratoires des réductions importantes de mortalité sur du saumon, sur la crevette. Donc ça veut dire moins de mortalité, ça peut dire moins de traitements antibiotiques potentiellement. Donc ça peut contribuer à réduire cette antibiorésistance qui monte. Et ici sur les plantes, on a des activités la nutrition de biostimulation. On a montré que ça biostimule l'activité du sol, les micro-organismes, des vers, etc. Donc c'est pas je lise comme ça a l'air d'un produit miracle. Non, ça a plein de bénéfices. Et c'est plutôt, ça va rentrer dans les engrais, ça rentre dans les aliments pour animaux, ça rentre dans l'alimentation humaine, mais en complément, c'est qu'on mange pas que ça. Toujours dans un aliment pour animaux, il y aura toujours si c'est pas du soja, il y aura du colza, il y aura du blé ou autre, mais en fait on va rentrer dedans, tout comme ces algues et toutes ces autres protéines ou huiles alternatives vont rentrer, vont complexifier les aliments pour animaux, les aliments pour chiens et chats, les engrais pour justement avoir un autre équilibre avec des produits qui seront, d'un côté en amont, moins d'engrais chimiques, beaucoup moins de pesticides, pour les animaux, beaucoup moins de soja et beaucoup moins aussi de farine de poisson je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un bateau sur 4, un bateau sur 4 de pêche dans le monde, pêche des petits poissons pour les transformer en farine pour nourrir les gros poissons, les poulets et autres. Alors, c'est un bateau sur 3. Donc c'est peu connu. Et enfin, pour remplacer aussi de la viande rouge par ce type d'alternative pour réduire fortement la production de méthane. Donc, c'est encore tout nouveau. Je ne sais pas si tout le monde y arrivera parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des vrais challenges techniques, technologiques de le faire de manière justement compétitive, tout en assurant une qualité sanitaire parfaite, le produit qui ne bouge pas pour les demandes des clients. Ça demande beaucoup d'investissement, on avait beaucoup d'argent, c'est beaucoup de responsabilités, et on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres dans les insectes, d'autres dans les algues, d'autres dans les viandes cellulaires, mais il y aura des PA qui n'arriveront pas. Voilà, c'est aussi Darwinia. Mais je pense qu'il y aura suffisamment d'entreprises qui y arriveront et qui permettront effectivement d'enrichir cet aspect de protéines, de diversification de protéines, avec effectivement moins de méthane au global, mais aussi moins de règlements au sens large, effectivement, sur la fourniture de ces protéines. Moins au total, plus de sobriété et plus d'efficacité. Alors le temps passe très très vite, on est déjà à 20h12, donc on va peut-être rebondir avec quelques questions du coup dans l'audience en ligne qui sont déchaînées. Il y a une dizaine de questions, franchement. Je vais peut-être rebondir par rapport à exactement ce que tu disais, qu'il y allait avoir, du coup il y a énormément de bienfaits, énormément de possibilités à faire sur tout ce qui est protéines d'insectes, besoin d'innovation, besoin de financement. Tu citais la startup par exemple qui n'avait pas pu continuer par manque de financement. Qu'est-ce que tu penses du coup des initiatives type Hectare, donc l'école Xavier Niel a mis en place, notamment à Station F, pour essayer de soutenir ces projets innovants, que ce soit au niveau financement, accompagnement, ou même état d'esprit et démocratisation Alors, il en faut Hectare, ça va aussi donner aussi envie à des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs d'aller reprendre une ferme. C'est plus sur reprendre une ferme qui n'est peut-être pas d'un grand projet technologique ou un projet avec des millions, dizaines ou centaines de millions d'investissements. C'est un peu dans la logique, sur Internet, il était passé il y a pas longtemps, il y a un Canadien, un Québécois qui a mis en place, sur 1 hectare seulement, il arrive à faire, je ne sais plus, 5 ou 10 fois plus de revenus qu'un agriculteur bio sur la même typologie de maraîchage, en organisant super bien en fait la parcelle, en simplifiant, en réduisant les mouvements, les trajets, les déplacements pour rien, le stockage, que tout est hyper bien pensé, et avec vraiment la logique, je fais des business plans, etc. Donc très entrepreneur, qui complexifie un petit peu plus peut-être la façon de piloter une ferme. Donc ça, Hectare va beaucoup aider là-dessus, va aider un peu aussi sur les aspects, je crois, numériques aussi. À côté de ça, la ferme digitale dont je fais partie, la French Agritech qui va là, c'est beaucoup d'investissements qui va être fait par l'État pour soutenir cette transition. Pour que le biocontrôle, qui est cette façon de faire du traitement justement sans pesticides pour contrôler les ravageurs, il va falloir des centaines et des centaines, des milliards d'investissements à l'échelle du public, à l'échelle de grands groupes,
pour faire cette transition. Donc, on est plutôt bien parti parce qu'il y a une demande sociétale, parce qu'il y a une urgence climatique et écosystémique qui est là. Les investisseurs s'intéressent beaucoup plus au sujet, et donc il faut des outils de formation comme Hectare. Les écoles d'agronomie dont je viens aussi se focalisent beaucoup plus en entrepreneuriat. Mais c'est aussi les formations des agriculteurs classiques, enfin les lycées agricoles, les BTS agricoles, etc. Donc c'est un écosystème qui se structure très bien avec le soutien des centres de recherche. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut une coalition, ça commence à basculer et c'est aussi donner envie à des personnes très loin de l'agriculture de venir dans l'agriculture. Il y a beaucoup de gens, la quarantaine, crise de la quarantaine, qui quittent des boulots, la défense, etc. Et je vais faire du maraîchage pour trouver un peu un autre sens effectivement à ma vie. C'est très bien, il en faut peut-être beaucoup plus, mais aussi il faut les aider parce que il y a beaucoup qui font ce mouvement-là et qui après déchantent beaucoup parce que c'est très difficile. Effectivement, il y a beaucoup d'illusions, des illusions perdues au quotidien avec ces plantes, avec ces animaux. Et donc, il faut pouvoir accompagner ces personnes. Hectare peut faire ça, mais il y a plein d'autres effectivement cursus qui peuvent aider à donner effectivement envie, donner les moyens, les outils pour le faire. Si je peux juste réagir très rapidement, je trouve que l'exemple d'Hectare est bien. Après, on sait aussi comment Xavier Niel a tendance à disrupter, parce que c'est le mot à la mode, plein de choses. Donc, c'est très bien qu'un acteur du numérique comme lui s'intéresse à l'agriculture. Mais comme tu as mentionné les écoles d'agro, donc on a en France un système d'enseignement supérieur d'agronomie qui est extrêmement riche avec des écoles privées, des écoles publiques. Et j'aurais juste citer par exemple l'ISAR à Lyon qui a son propre incubateur. D'ailleurs, Arielco a été incubé là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on a un tissu très important aussi d'intrapreneuriat et d'entrepreneuriat étudiant. On est à Kedge, donc forcément ça va vous parler, pour aller vers ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, les non-issus du monde agricole qui reprennent des exploitations sont très importants. Il y a vraiment une crise du renouvellement des générations agricoles. Dans les écoles d'agro, il n'y a plus beaucoup de fils et de filles d'agriculteurs parce que déjà, il n'y en a plus beaucoup dans la société. Donc, ça veut dire qu'on est vous êtes de plus en plus nombreux, les jeunes et moins jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux questions agricoles et à y trouver dedans un sens, etc. Par contre, comme toujours derrière, il y a la question de la rémunération sur le long terme pour ces agriculteurs et ces agricultrices qui reste, je pense, un élément très important. Génial, super. On continue avec les questions un petit peu en ligne et après on prend les questions dans la salle. Ça vous va? Donc une question évidemment de Pierre qui est étudiant du coup à Agro Paris Tech en l'occurrence, qui pose une longue question que je vais dire telle. Donc quel est votre avis sur les études scientifiques qui avancent que les protéines d'origine animale sont nécessairement de moins bonne qualité et donc plus néfastes pour le corps humain, augmentation des risques cardiovasculaires entre guillemets, que les protéines d'origine végétale, qu'en est-il de celles qui avancent que l'homme était historiquement un mammifère avec un régime alimentaire majoritairement végétarien? Question à remettre en perspective du coup d'actualité avec le documentaire sur Netflix The Game Changers, qui avance des impacts positifs et miraculeux d'un régime vegan. Je suis convaincu qu'il faut manger beaucoup moins de protéines animales, comme on disait tout à l'heure. Donc, manger beaucoup plus de protéines végétales, ça c'est une évidence. C'est permis aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Les maladies cardiovasculaires existent par des excès de consommation de viande. Par contre, après, je pense que le choix d'être végétarien ou de vegan, c'est un choix qui est personnel et qui va de l'ordre de la religion. Et donc ça, c'est un choix personnel. Vraiment, je ne vais pas à critiquer. Mais dire que le monde entier sera vegan, je ne pense pas ce parce qu'on est dans un extrême. Encore une fois, le monde a besoin d'équilibre. La vie, c'est un équilibre. Depuis 500 millions d'années, l'animal existe avec le végétal, ils sont intrinsèquement liés. Et on ne pourra pas se passer, et dans notre consommation alimentaire, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas de toute façon, en termes de santé personnelle, être vegan, parce qu'il y a plein de contraintes pour des jeunes, des enfants, pour des femmes enceintes, pour des personnes âgées. Il y a plein de sportifs qui sont devenus vegan, qui n'ont pas réussi, ils sont revenus à une alimentation. Voilà, donc, mais par contre, ce n'est plus qu'ils fassent le choix d'être végétarien, c'est une bonne chose. Mais c'est le côté flexitarien, je mange moins. Et c'est vraiment plutôt le sujet aussi, je respecte, je comprends aussi, je reviens à l'origine, à la compréhension d'où vient ce que je mange et le respect du vivant. C'est les questions du bien-être, effectivement, qui montent beaucoup et qui fait que le véganisme monte dans la société, ce qui est très bien, parce qu'il y a il y a toujours quelques pourcentages de personnes qui font des excès, qui font n'importe quoi dans tout secteur et qui décrédibilisent le reste, qui font des choses bien. Donc, il faut effectivement améliorer les pratiques liées au bien-être animal.
et respecter, in fine, le vivant, parce que l'on sait très bien, je veux dire, ça sort du monde de l'animal, la perception d'intelligence, de communication inter-individu, inter-espèce, il va dans le monde des arbres, il va dans le monde des champignons, il va de plus en plus long, dans les films micro-bactériens, on a ces communications-là. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On vient, on va manger des pilules, ce sera la seule solution pour dire qu'on n'a aucun souci au niveau du bien-être. Donc, c'est pas possible. Il faut plutôt se reconnecter, vraiment se reconnecter avec l'origine de ce qu'on mange, notre assiette, reconnaître ça, comprendre d'où ça vient, voilà, comment les animaux sont mis à mort. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire que dans les gros abattoirs très industriels. Il y a des abattoirs à la ferme qui se déplacent et reconnaître effectivement qu'un animal est mis à mort quand on le mange. Mais c'est pareil aussi pour tout ce qu'on mange, il faut respecter ce vivant. Et donc, je suis convaincu qu'il faut, pour revenir, manger beaucoup moins de protéines animales, de vertébrés et notamment de viande rouge, manger beaucoup plus de protéines végétales et manger aussi des autres alternatives, des invertébrés, des algues, et pour retrouver l'équilibre qui existe dans la nature et qui fait aussi pourquoi aussi l'homme a été à succès évolutif. Génial. Je prends une dernière question en ligne et on passe aux questions du public dans la salle. Pour rebondir là-dessus, justement, quel a été votre moment de prise de conscience, de déclic pour vous deux? Et en deuxième question, comment passer ces messages sans tomber dans le biais moralisateur? Ouais. Vas-y. Alors sur ces notions de déclic, etc., je suis pas sûr d'avoir eu un moment où je me suis réveillé. Peut-être le jour où j'ai fait ce petit truc d'aller sur le site de l'ADEME et de calculer mon empreinte carbone. J'ai écouté quelqu'un qui parlait des pôles et donc du réchauffement climatique, et puis une chercheuse qui disait bah voilà, moi j'ai une empreinte carbone qui est beaucoup trop importante, et si on veut atteindre les accords de Paris, on devrait être tous plus ou moins à 3, 4 ou 5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis, les Américains moyens sont à 16 tonnes. Donc tiens, bah, je vais aller faire mon calcul moi aussi. Et je me suis dit mince, pourtant je fais attention, je mange pas trop de viande, je prends pas trop l'avion, j'ai pas de voiture, j'essaie de manger un peu enfin j'essaie de faire attention, mais j'avais quand même une empreinte carbone très élevée. Donc là je me suis dit mince, qu'est-ce que je peux faire de plus et comment je peux avancer. Donc ça c'est un élément, je pense, qui a peut-être un peu activé les choses. Pour autant je suis flexitarien, je suis pas non plus végétarien ni vegan. Sur cette question de moralisation, et je dirais juste une chose très rapide, parce qu'on a peut-être eu tendance à un peu trop blâmer le consommateur. N'oublions pas aussi que le consommateur, c'est aussi un acteur du système, et qu'il y a des entreprises qui sont là, qui ont peut-être aussi organisé la surproduction, les fameuses promotions, acheter 3 kilos de pâtes parce que c'est moins cher, donc être dans la surconsommation tout le temps, ou faire des promotions extraordinaires. On se souvient de ces épisodes de Nutella où les gens se ruaient pour en acheter. Donc, sans moraliser, il faut aussi questionner, je pense, l'ensemble des acteurs. Certains s'engagent, les Bicorp, les sociétés à mission, on a parlé de Danone tout à l'heure, et de Vivo sur le plan de l'agriculture. Donc, pour autant, je pense qu'il ne faut pas faire peser le poids de l'ensemble de la transformation sur le consommateur, mais il faut que chacun reprenne sa place et comprenne bien où est-ce qu'il se situe, notamment sur la question du gaspillage alimentaire. C'est un bon exemple. Et je crois que si je veux essayer de réfléchir un petit peu de manière prospective, ça questionne aussi le rôle de l'État et de la démocratie. Est-ce que c'est à nous, est-ce que l'État fait juste un petit cadre de régulation dans lequel on fait nos choix individuels? Est-ce qu'on est capable de les faire? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de discussion autour de la démocratie alimentaire dans nos choix et dans nos pratiques alimentaires? Est-ce que dans 10 ans, on aura des cartes de rationnement alimentaire? Je vais acheter aujourd'hui mes 70 grammes de viande, et puis je vais avoir une petite carte où je vais passer, on va dire c'est bon, t'as atteint ton quota de protéines animales, il faut que tu manges plus de protéines végétales. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller justement dans ces notions de moralisation et d'organisation de la réponse à ces enjeux alimentaires? Moi de mon côté, le déclic, c'est progressif. Enfin, moi depuis tout petit, j'avais conscience de ces enjeux environnementaux, je sais pas si c'est familial ou intérêt personnel, et plutôt assez rapidement plutôt misanthrope, et me dire qu'on va être très négatif, mais pas dans la recherche pour essayer juste de travailler à sensibiliser. J'aurais pu devenir peut-être un des chercheurs du GIEC, avec des lectures positives comme l'effondrement de Jared Diamond, qui est assez marquant. Et puis à l'agro, j'ai découvert aussi des chercheurs et comment ils travaillaient. Il y a la publication aussi, le livre de Michel Griffon sur l'agriculture écologiquement intensive, qui était la base de beaucoup de sujets sur la nouvelle façon de faire l'agriculture. C'était pendant mes années à l'agro, montrer qu'on peut peut-être avoir des solutions. Donc finalement, en étant d'abord scientifique, j'ai voulu rentrer là-dedans et faire des travaux de recherche. Et puis finalement, je suis devenu militant, j'ai monté une ONG. Je suis allé dans les écoles et vraiment essayer de voir avec les enfants comment reconnecter, je sais que l'origine de venir de leur assiette, recycler les déchets organiques. Et là, c'était avec des vers de terre. J'ai découvert ça en Nouvelle-Zélande, le lombricompost.
Et donc, on peut changer les choses. Puis finalement, cette frustration de répéter 1000 fois la même chose et avoir finalement peu d'impact en sensibilisant les gens, ça reviendra au sujet de la moralisation après, arriver à l'entrepreneuriat de manière assez naturelle, en fait, en continuité logique. C'est aussi une autre forme d'engagement où on se rend compte peut-être qu'on peut aller plus vite à faire bouger les choses que justement par des ONG ou les États ou les grands groupes qui vont, pour revenir à cette question-là de moralisation, dire c'est finalement nous, c'est à nous d'éteindre la lumière, de recycler les déchets, effectivement de prendre moins l'avion, etc. Au final, je crois que c'est l'Agence internationale de l'énergie qui disait sur la partie énergétique, 90% du problème à peu près, c'est l'amont, c'est pas le consommateur, c'est comment on va produire l'énergie. Et donc on fait tout sur la lumière, etc. L'économie d'énergie, certes, oui, il faut être plus sobre en économie d'énergie, les 40% disent par le rapport RTE. Mais non, avant tout, c'est juste décarboner l'énergie. Ça, c'est des milliards, peut-être 1000 milliards, je ne sais pas combien, pour changer toute l'infrastructure énergétique pour la décarboner. C'est plus comme ça. Et dans l'alimentation, il y aura beaucoup de ça aussi, sur des nouveaux systèmes sans pesticides, sans engrais chimiques, le moins possible, pour fournir une autre alimentation. Donc il faut effectivement pas moraler, enfin, la capitalisation du consommateur, elle est assez facile, elle arrange beaucoup de monde pour ne pas finalement investir beaucoup dans l'amont, parce que ça coûte beaucoup d'argent et avec beaucoup de risques aussi que des choses qui ne marchent pas. Et donc mais là aujourd'hui, je pense que tout le monde se rend compte qu'on doit passer à l'innovation. Le plan France 2030 en fait partie. Et plein de pays, les Pays-Bas font leur Pays-Bas 2030 aussi, et 35 milliards. Donc tout le monde est en train d'investir massivement dans ces infrastructures-là, mais le consommateur devra faire sa partie, on doit le faire, on doit juste pas non plus dire c'est bon, les autres font pour nous. Donc il en faut en faire un peu, mais en étant conscient qu'effectivement, il ne faut pas non plus se capitaliser tout à fond, c'est pas que nous, notre faute dans nos choix au quotidien. Il y a un grand reset, comme dit le World Economic Forum. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Ouais, moi j'ai une question du coup, pour Mathieu. Vous avez dit au début de la conférence quand je suis arrivée qu'il y avait sur 10 000 sortes de protéines ou insectes comestibles, il me manque un mot, je ne sais plus sur quoi c'est, mais on n'en consommait que 9 ou 10. C'est les plantes. C'est des plantes, ouais. C'est les espèces végétales. Uniquement végétales. D'accord. Ouais. Comment ça se fait? Parce que ça me semble être un pourcentage vraiment minimal. Donc comment ça se fait qu'on n'en ait que 9 ou 10? Alors on n'en consomme pas que 9 ou 10, mais en tout cas, la majeure partie de notre régime alimentaire est autour de ces 10 espèces végétales, alors qu'il en existe beaucoup d'autres, parce qu'on a ultra simplifié, parce qu'on a ultra concentré notre alimentation autour des pâtes, de blé, autour de tel ou tel produit, etc. Donc on a vraiment concentré notre alimentation sur quelques produits, parce qu'aussi les systèmes alimentaires se sont engagés dans la production de ces denrées alimentaires, parce que la recherche génétique, par exemple, pour faire une nouvelle variété de carottes, il faut 30 ans. Vous avez un problème, une pathologie, vous avez un enjeu climatique et il faut améliorer une semence de carotte, et ben, il va vous falloir 20 ou 25 ans pour ensuite trouver une solution. Alors que les problèmes climatiques, les problèmes de nouvelles pathologies ou les nouveaux risques liés au climat, etc., il y en a de plus en plus et de plus en plus vite. Donc ça veut dire qu'on a aussi concentré toute la recherche sur ces productions. Et tant mieux, parce que du coup, on a réussi à faire des gros progrès. Par contre, on en a délaissé beaucoup, en fait. Donc à la limite, ce qui est intéressant et peut-être optimistique pour commencer la finalisation de l'événement, c'est de se dire que peut-être qu'il y a d'autres types de légumes qu'on consomme déjà, qu'on peut encore créer, et qui dans 50 ans ne sont pas encore dans nos assiettes, mais qui dans 50 ans pourront faire partie de notre alimentation. Oui, je pense qu'en plus, avec le cas des insectes, on est là. Alors, en termes de temps, il y a 400 ans, on mangeait du cygne, on mangeait du paon, on mangeait de la baleine et du marsouin. Bon, il va falloir aller peut-être plus vite qu'à 400 années pour y parvenir, 4 siècles. En tout cas, les habitudes alimentaires et ce qu'on va avoir dans nos assiettes, il y a 4-5 ans, spiruline, c'était un peu, bon, personne ne connaissait forcément, ça se développe, ou les algues, ou les micro-algues, etc. Donc, et pas uniquement dans notre assiette, mais pour plein d'autres usages de l'alimentation. D'accord. Et donc, toutes ces espèces sont bien répertoriées et elles sont dans l'optique de la R&D alimentaire pour arriver à durabiliser notre alimentation. Comme d'autres process, comme la fermentation, par exemple. Il y a une palette d'innovation assez immense. Le végétal offre plein de solutions. Aujourd'hui, on produit du sorgho, par exemple, en France, alors qu'il y a quelques années, c'était seulement en Afrique subsaharienne. Donc, on peut imaginer, face à cette grande palette, trouver des solutions. Simplement, ça veut dire se casser la tête, en fait. Dans le métier de production, dans le métier de transformation, on a hyper simplifié. On prend une tomate, on l'a fait exploser en coulis, en machin, en truc. Peut-être qu'il va falloir revoir aussi l'ensemble de ces process industriels
pour recomplexifier notre alimentation. C'est un vrai changement, c'est un changement de paradigme assez important, quoi. Bonsoir. Moi, j'ai une question un peu d'ordre politique. J'ai l'impression que maintenant que tout le monde a pris conscience des enjeux environnementaux de l'alimentation, on va essayer d'innover sur le plan technique et technologique pour continuer à fournir aux humains tout ce qu'ils ont l'habitude de manger au quotidien, mais d'une manière plus écologique. Est-ce que c'est réaliste de faire ça plutôt que de se dire de revenir un petit peu à un mode d'alimentation plus ancien, ou de se dire que si on est européen, on n'est pas censé manger de la mangue, et que a priori on va pas trop en souffrir et il va pas trop y avoir de manque ou de carence par rapport à ces vitamines ou à ces nutriments qu'il y a dans la mangue, plutôt que d'essayer d'utiliser la science et la technologie pour trouver un moyen écologique de faire ramener la mangue ou de la produire en France. Je sais pas si je suis claire. Non, mais c'est, on disait, le consommateur, il faut pas culpabiliser le consommateur, mais on doit faire notre part aussi. Donc, a-t-on besoin effectivement de manger tous les jours tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible? Est-ce qu'on a le frigo général de la planète qui est tous les jours dans notre frigo? Non, pas forcément. C'est justement, on peut d'ailleurs reconnecter avec du voyage, car comme on disait, manger moins de viande, on a mangé moins de vin, mais aussi le voyage, il faut pas non plus arrêter totalement de voyager, parce que c'est important de rencontrer d'autres cultures et de voir d'autres personnes, et notamment découvrir la cuisine et les produits agricoles d'un autre pays. C'est ça qui fait la richesse, je pense, une des principales richesses du voyage, de la rencontre, c'est autour de la bouffe. Et donc, si on a effectivement tout au quotidien de tout ce qu'on a au bout du monde, il y a moins ce dépaysement, cette découverte. Donc oui, je pense les réponses ne sont pas que techniques, clairement. Il y a des réponses techniques et technologiques, il y en a, et des réponses aussi qui sont techniques mais non technologiques, parce qu'on a l'air des low-tech, parce qu'il y a le côté de high-tech et le côté aussi low-tech. C'est qu'on peut faire des choses assez techniques, mais avec peu de technologie, on va dire, de pointe. Et puis, avec juste des changements, effectivement, juste de comportement et de demande. Je pense que l'ensemble doit être fait. C'est pas, ce ne sera pas que l'un ou que l'autre. Effectivement, c'est pas un extrême, c'est une combinaison. Alors, juste une chose, il y a aujourd'hui sur la planète, vous avez pris l'exemple des mangues, tout à l'heure j'ai parlé du chocolat, ou moi ce serait dur que je ne plus de chocolat, mais, ou de café, ça je ne vois pas, donc ça me dérange un petit peu moins. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est produit sur la planète, en termes de denrées agricoles, alimentaires, il y a 8 à 10% qui passent une frontière, qui circule et qui est échangée. Finalement, c'est peut-être pas tant que ça. Je sens aussi derrière la question du transport, de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre du transport. Échanger, vouloir consommer de temps en temps de la mangue, c'est pas un problème. Mais par contre, revenir à des questions de saisonnalité dans notre alimentation et s'interroger sur la manière dont les produits sont produits. En fait, si on prend une tomate cerise qui est produite à côté de chez nous, à 20 km, mais sous serre, chauffée toute l'année, elle aura un impact sur son impact carbone, son impact climat, beaucoup plus important qu'une tomate cerise qui sera peut-être produite dans le sud du Maroc, sans serre ou ailleurs, qu'un produit qui aura voyagé plus longtemps en fait. Le mode de production, c'est vraiment là que se trouve la charge carbone la plus importante. Le mode de transport l'est un petit peu moins. Et puis, la circulation de l'alimentation, c'est quelque chose, disait Fernand Braudel, ça a existé depuis les premières étapes de la mondialisation ou de la régionalisation, enfin, les villes qui s'installaient, qui se sont créées, elles avaient besoin d'échanger. L'Empire romain est allé chercher son blé de l'autre côté de la Méditerranée. Les empires se sont construits, se sont déconstruits aussi sur les échanges alimentaires. Et je voudrais juste terminer en disant qu'en fait, il n'y a pas, une fois de plus, une seule solution. Manger uniquement local. Alors, on est tous plus ou moins franciliens, on va pas manger beaucoup de choses, déjà. L'agriculture urbaine, c'est une piste de solution, mais ça suffira pas. Même si on multiplie par 10 les surfaces agricoles de Paris, on produira que à peine 1% de ce qu'on a besoin de manger. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment combiner les solutions et explorer des choses assez différentes. Peut-être manger moins de mangue, en tout cas s'intéresser aussi à comment elles sont produites et d'où est-ce qu'elles viennent. C'est manger moins de protéines animales, on a dit, oui, là c'est clair. Garder le même système de manger autant de viande tous les jours, même pour faire des alternatives, non. On peut en manger moins, c'est pareil le sucre. Manger moins de sucre, ça ne fait pas derrière, c'est les productions de betteraves, de canne à sucre, donc c'est ça en amont. Ces méthodes dont tu parles s'appelle finalement le mesure d'impact, c'est les analyses de cycle de vie qui sont extrêmement holistiques, multicritères, qui montrent effectivement que l'impact est massivement en amont, et donc on peut changer par ce régime alimentaire en favorisant des choses
Ouais, alors pour le coup, le transport de la mangue, c'était vraiment un exemple que j'ai motivé, mais je sais bien que le transport, c'est un facteur parmi tant d'autres. Mais c'était par rapport à ce que vous avez dit pour le blé en Égypte, par exemple, on ne pourra pas dire aux Égyptiens, bon, bah, demain, vous ne pourrez plus manger de pain. Pourtant, à contrario, en Italie, ils ont la tomate depuis 500 ans. Pourtant, maintenant, on a l'impression que la pizza et la sauce tomate, c'est la base de l'alimentation italienne. Enfin, on a cette capacité de nous adapter. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme moderne a du mal à concevoir l'idée de se passer d'un aliment ou d'un plat qu'il aime ou qu'il a l'habitude de consommer. C'était vraiment par rapport à ça. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de déconstruire les idées reçues et même le côté émotionnel lié à l'alimentation pour des objectifs écologiques qui sont bons pour tous finalement? Ou est-ce qu'il faut continuer à gâter l'être humain et à trouver la solution de pouvoir toujours lui donner ce qu'il veut et ce qui lui fait plaisir? C'est vraiment pas l'émotion, enfin, c'est ça qui est beaucoup plus difficile en agriculture. C'est pour ça que sur les plans climat jusqu'à présent, on était concentré que sur l'énergie, parce que c'est facile. Un électron, quel que soit l'électron d'où il vienne, c'est toujours un électron. Qu'il soit vert, pas vert, noir, rouge, etc. C'est toujours un électron, c'est facile. Donc dire qu'on va passer d'un électron du fossile à l'issue d'une éolienne ou d'un solaire, ça change rien. C'est toujours l'électricité. Changer ce qu'on a dans son assiette, c'est un rapport totalement émotionnel aussi et culturel. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a des lobbies aussi qui sont très forts aussi dans ce domaine-là, aussi de production. Et donc, c'était encore peu à l'agenda. Et à la COP26, on a commencé à avoir des engagements sur le méthane, qui n'avait jamais été le cas avant. Et c'est le méthane, encore une fois, c'est l'alimentation. Donc, ça devient un peu plus à l'agenda politique. Voilà, donc c'est pas non plus aux politiques de nous dire ce qu'on va manger au quotidien, comme tu dis qu'on a, j'espère pas un ticket de rationnement quotidien, mais ça devient, c'est un sujet politique et qui était beaucoup plus complexe que la partie énergétique parce que ce rapport émotionnel permanent qui fait que aussi on est ce qu'on est comme espèce avec notre relation avec l'alimentation. Donc, j'ai pas de réponse magique là-dessus, mais ça vient entre le consommateur, le politique et les investisseurs, l'industrie effectivement font ce bascule progressivement. Question là-bas. Oui, ma question c'est quand vous essayez d'échanger un système qui est très ancré et qui a une inertie très importante, et comme tout l'hiver, on va dire, qui essaie de faire du changement, on arrive à l'épuisement à un moment. Qu'est-ce que vous faites pour éviter cet épuisement, pour pouvoir continuer dans une lancée que j'imagine que vos familles, vos amis, à un moment, vous disent non, mais vous êtes fous, surtout, bon, on ne peut pas faire que tout le monde mange en steak, enfin, je sais pas, il y a des... Mais qu'est-ce qui fait que vous tenez bon et que vous dites, parce que vous connaissez aussi beaucoup de facts, de données, décourageants, mais en même temps, vous êtes là, enfin, parce que bon, c'est foutu. Non, mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin, ça vaut le coup de s'engager, parce que justement, quand on a des défis très forts, le Homo sapiens, cette faculté justement, enfin, c'est le résultat d'un fruit d'évolution qui est absolument incroyable. Et comment effectivement ne pas gâcher cette richesse et cette unicité, c'est l'extraordinaire qu'est la vie et la vie sophistiquée qu'on a abouti, tout ce qu'on a pu créer nous, l'homme, comme technique. Ça vaut le coup de se battre pour dire je sais pas si la branche sur laquelle on est quoi. Donc moi c'est juste ça qui me motive, c'est de dire qu'on est on est dans un moment difficile, mais que justement c'est un petit beau moment pour créer, pour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Mais ça se fait pas tout seul évidemment. On parlait d'une coalition, il faut que ça soit voilà, on parle souvent de l'histoire l'image du colibri qui éteint la forêt, l'incendie, etc. Tu se fatigues. Donc à la fin, oui, il y a plein de pyromanes, et c'est comment au fur et à mesure des petits colibris, des pompiers qui vont être de plus en plus nombreux, et bout à bout, la bascule elle peut se faire. C'est tout le monde, c'est à la fois les consommateurs, les politiques, c'est aussi fort racinement. Il y a beaucoup plus de cette acculturation-là. Elle devient beaucoup plus, on voit l'élection présidentielle, hein, même si c'est beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas des sujets environnementaux, mais quand même, c'est beaucoup plus prégnant que ça l'était avant. C'est pareil pour les industries, les entreprises. Je veux dire, ça devient un sujet. On est en train de parler, encore une fois, de reporting vraiment qui va engager les entreprises sur leurs objectifs climat. Et en fait, à un moment, il y a des entreprises qui juste seront, on parle en anglais, qui auront un premium de valeur sur les marchés et d'autres un discount parce qu'en fait, ils sont tellement
pas dans la tendance, tellement en dehors des clous, qu'en fait les investisseurs ne voudront pas investir. Les banquiers ne vous prêteront plus d'argent. On voit des taux tellement délirants où les assureurs vont assurer votre bien dans le charbon à des prix tellement prohibitifs que finalement ça va devenir une sorte de justement la prohibition de l'alcool où aux États-Unis il y a bien longtemps. Enfin ça va devenir des assets qui sont ou comme quasiment le tabac aujourd'hui ou les armes complètement dans une économie un peu pareille de plus en plus réduite et à portion congrue. Les décideurs économiques et politiques sont, avec ces feuilles de route macro qu'on a du mal à comprendre l'impact des COP et autres, c'est en train de percoler. Et donc s'il y a des solutions techniques derrière et s'il y a des changements de comportement de l'autre côté aussi en sobriété, ça va progressivement vers cette transition-là. Donc je suis persuadé qu'on va y arriver, c'est juste à la vitesse à laquelle on doit arriver. Parce on n'a pas justement 400 ans qu'on va avoir de changement. Parce qu'on a la chance d'être sur l'agriculture, il y a 10 000 ans à peu près, c'est de l'Holocène, c'est un âge justement d'énorme stabilité climatique à l'âge des temps géologiques qui a fait que finalement, pourquoi l'Homo sapiens s'est autant développé, c'est grâce à l'agriculture, cette stabilisation du climat. Et donc on est en train de passer dans un nouveau dérèglement qui existait bien avant, et avec des yo-yo comme ça, où là, c'est extinction, recolonisation d'autres espèces, etc. Enfin, c'est des cycles très rapides à l'échelle des temps géologiques, et on n'a pas envie de revenir là-dedans. Donc on a la chance d'être dans le climat d'aujourd'hui. Donc, essayons effectivement en quelques décennies seulement, de faire cette bascule-là. Moi, c'est la seule inquiétude, qu'on sera capable d'être aussi rapide. On le fera un moment, parce qu'on sera assez rapide de le faire. Donc, plus on voit plus, et plus on fait des choses, on s'engage dans la société civile, dans l'entrepreneuriat, dans la politique. Il faut plus de personnes en politique qui sont engagées sur ces sujets-là. Et plus on y arrivera. Mais il faut s'engager, effectivement. S'engager, ça prend du temps, de l'énergie. C'est très fatigant, on arrive toujours à dormir, on a toujours passé des bons moments avec ses amis, sa famille, mais ça demande un engagement permanent, effectivement, ça c'est clair. Autre question, on arrive à la fin de la conférence, il est déjà 20h40. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à nous dire? En tout cas, on espère que cette conférence servira à créer plus de pompiers que de pyromanes. C'est un peu le but de tout ça et le but de Global Shapers de sens large, d'essayer de ramener des jeunes acteurs du changement. Donc on espère vraiment que vous avez tout apprécié la conférence. Je vais laisser Alan conclure avec nos deux invités. Effectivement, si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas, voilà, c'est les dernières minutes ensemble. Et, sinon, après, ce sera à table. Ce que je viens de dire, juste, engagez-vous si vous ne l'avez pas déjà. C'est vraiment, ça vaut le coup. Il y a des tonnes de formes d'engagement et ça vaut le coup de dédier du temps sans que ça vous occupe 100% de votre vie. Voilà. Mais ça vaut le coup effectivement de s'engager dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans les ONG, dans les entreprises de l'intérieur, les grands groupes, les changer de l'intérieur aussi. Voilà, tout ça, ça vaut vraiment le coup, c'est bon moment. Je vais rebondir en vous posant plutôt une question, parce que je sais qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en école de commerce, qui sont aussi des entrepreneurs, etc. Et comme on a ces exemples en tête assez récents de Danone ou d'autres grands groupes qui ont connu des vents un petit peu compliqués, l'engagement, c'est extrêmement important. Il se passe plein de choses. Je parlais de Big Corp, de sociétés à mission. Je crois que le monde de l'entreprise est aussi en train de revoir, et c'est pas que du greenwashing, son rapport à l'environnement et à son impact. Mais je crois que c'est aussi à vous et à nous, les plus jeunes générations, de s'interroger sur la dimension politique de l'alimentation et la dimension de gouvernance de nos entreprises pour activer ces changements. Demain, vous serez amenés à prendre des responsabilités, à être des leaders dans des petites, moyennes, grandes organisations, entreprises. Interrogeons-nous aussi sur la forme de nos capitalisations, la forme de notre gouvernance de ces entreprises-là pour faire accélérer le changement qui doit être le plus rapide possible. Bien, merci. Merci à vous dans le public. Merci à vous en ligne. Et puis, merci bien. Merci. C'est cool. Super.